Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. J'avais 6 ans et 10 mois lorsque ma première rentrée scolaire s'est effectuée fin septembre 1953 avec les yeux fermés par la maladie fréquente chez les enfants de l'époque, la conjonctivite. J'ai fait une trentaine de minutes de trajet à dos d'âne avant de voir la lumière du jour. C'était un cauchemar à l'échelle de l'innocence d'un enfant de 7 ans. Avant de quitter la maison, je sentais que ma mère et ma deuxième maman, ma tante Nana Fasma, s'agitaient pour trouver un moyen de me les faire ouvrir. Rien à faire, le temps pressait, il ne fallait pas arriver en retard le premier jour. Iroumayenne, les Français n'aiment pas qu'on arrive en retard, ne cessait de répéter maman. Ils ne vont pas l'accepter. C'est sûr, murmurait ma tante paternelle, âgée de plus de 50 ans. Devant cette agitation, mon oncle Ahmed, dont la santé était relativement fragile, restait indifférent mais marmottait quelques syllabes auxquelles personne ne prêtait attention comme d'habitude. Constatant que la situation ne se dénouait pas, il prit la décision de partir et de laisser faire la nature. Donnez-lui un chiffon mouillé qu'il posera sur ses yeux. Ils s'ouvriront en cours de route. Allez, faites-le monter sur l'âne, ordonna-t-il en haussant le ton. Nous sommes partis avec sur mon visage un chiffon mouillé d'eau tiède et salée que j'ai gardé sur mes yeux pendant une bonne vingtaine de minutes durant lesquelles je découvris à ma grande stupéfaction que sans la vue j'étais désorientée et déséquilibrée. Avant de quitter la maison, mes deux mamans m'avaient promis de m'accompagner du regard pendant tout le trajet qu'elles pouvaient apercevoir de chez nous. Dès que j'ai ouvert les yeux, ma première réaction fut de vérifier si elles étaient sur la partie du balcon visible des hauteurs de la montagne. Comme nous étions déjà assez loin, j'ai à peine deviné leur silhouette colorée par les robes kabyles qu'elles portaient. Cela m'a suffi pour être doublement flattée et rassurée. Le trajet du village à l'école durait 1 heure environ. Une fois la lumière retrouvée, le bonheur de voir de nouveau m'a fait oublier le reste du chemin que j'ai fait à pied. J'ai laissé la place à mon oncle, qui n'avait pas cessé de grogner pour montrer sa mauvaise humeur parce qu'il avait du mal à monter les chemins escarpés entre les deux villages. Je me souviens quand même avoir remercié Dieu de m'avoir ouvert les yeux, et les supplié de ne jamais me rendre aveugle. J'ai pensé que cela devait être horrible de vivre toute une vie dans l'obscurité. Pendant des mois, j'ai vécu avec cette hantise. Tous les villages kabyles ou presque sont situés au sommet des montagnes, mais pas dans le nôtre. Les premiers habitants sont arrivés dans celui-ci et s'y sont installés pour la fraîcheur car le soleil, en été, n'atteint les maisons que vers 8 heures et les quitte vers 17 heures, et sans doute aussi à cause de ces deux intarissables sources que beaucoup de villages voisins nous enviaient. En hiver, sa basse altitude favorise la douceur de son climat tempéré. Lorsque je fus devant le portail de l'école, un monsieur m'a demandé de sa voix forte d'entrer et de rejoindre tous les enfants dans la cour. Intimidée par son parler rapide et sa voix imposante, je me suis retournée vers mon oncle comme pour lui dire « S'il te plaît, ne me laisse pas tout seul, ne m'abandonne pas ». Mais il était déjà à une trentaine de mètres, rouant de coups de bâton le pauvre âne et lui grognant des ordres pour qu'il se dépêche. Il ne m'a même pas dit au revoir. Mon oncle était âgé d'une 60aine d'années, parlait très peu et ne sortait jamais. Il passait ses journées à lire le Coran et à prier pour rattraper les 23 années de son exil volontaire en France. Ma tante nous disait qu'il était tenté par l'idée d'aller en enfer. Alors il consacrait toute son énergie à prier 10 ou 15 fois quotidiennement. Aucun parent n'était admis dans l'enceinte de l'établissement. Là, nous étions donc livrés pour la première fois à la fatalité de notre destinée d'une nouvelle vie hors de notre cercle familial et de notre village. À aucun moment nous n'avions été préparés, ne fût-ce qu'avec les mots de base sur ce que la vie extérieure nous réservait. Nous étions bien loin de la paisible atmosphère de notre famille, et de la tranquillité de notre environnement, et nous nous sentions désespérément abandonnés. Sur le visage de tous les nouveaux élèves comme moi, on pouvait deviner l'appréhension, la tristesse et l'angoisse. On pouvait même voir des larmes sur le visage de certains. Cela ne pouvait que me laisser perplexe après l'enthousiasme qui s'était installé en moi, quelques jours avant la rentrée. Ce n'était pas le scénario que je m'étais imaginé. L'ébahissement du tout premier contact avec une foule de quelques centaines d'enfants, la joie exprimée par le bruit assourdissant des écoliers des années précédentes, ne pouvait que fragiliser encore davantage les plus vulnérables d'entre nous.
On pouvait nous reconnaître à nos habits neufs, alors que les anciens élèves étaient habillés comme à l'accoutumée. Quel contraste avec l'invisible silence et le calme de la vie quotidienne de notre village que j'avais connu jusqu'à présent. Un silence qui n'était perturbé que par le chant d'un coq, la vocifération d'une maman, l'écho du coudage d'un villageois en train de couper du bois ou l'aboiement d'un chien. Quant au calme paisible, il n'était rompu que par une rare dispute entre deux familles, souvent issues de nos chamailleries d'enfants. Jamais je n'avais imaginé autant de voix réunies pour former une vague de bruit, qui semblait intimider le plus téméraire d'entre nous, les nouveaux arrivés. En rang, dit quelqu'un d'une voix bien distincte du jacassement. Ces deux mots magiques furent suivis d'un silence absolu, et imposèrent un regroupement immédiat de tous les anciens élèves. Les nouveaux semblaient perdus et ne savaient que faire, sinon observer et attendre les consignes. Chez certains les larmes plus épaisses coulaient à flots, chez d'autres l'angoisse poignante devenait plus lourde et plus pesante. Elle était maintenant plus évidente sur les visages. Rares étaient ceux qui restaient indifférents. Cassie, enfant de mon village qui était à côté de moi et n'avait jusqu'à présent pas dit un mot, éclata soudain en sanglots. J'ai de nouveau senti ma gorge se nouer d'émotion. Moi non plus je ne parlais pas. Cette nouvelle découverte m'avait éberlué et accaparé toute mon attention. J'étais surpris et ne savais que faire ou dire pour le consoler. Toutefois, en le regardant je notais qu'il n'avait pas, comme tous les élèves, de petites sacoches de fortune en bandoulière dans laquelle les mamans glissaient quotidiennement le déjeuner qui consistait souvent en une demi-douzaine de figues sèches et une centaine de grammes de galettes de pain, invariablement pendant toute la scolarité. Je le lui ai fit remarquer. « Toi non plus » me rétorqua-t-il d'une voix tremblotante. Ma question innocente lui a sans doute fait oublier son angoisse puisqu'il s'est arrêté de pleurer, et du revers de la main il a essuyé ses larmes. Nous serons au moins deux à ne pas déjeuner le premier jour de notre scolarité, les deux seuls enfants de notre village. J'étais désorienté devant cette situation, et surtout je ne comprenais pas pourquoi il y avait un tel bouleversement chez autant de mes futurs camarades. On m'avait dit et répété que j'allais à l'école pour apprendre à lire et à écrire, à être intelligent, voire plus intelligent que mon père par exemple, qui ne savait ni lire ni écrire. J'allais à l'école pour devenir instituteur comme mon grand-père maternel. J'allais à l'école pour ne pas ressembler à la plupart des garçons du village qui sont obligés de garder les chèvres et les moutons du matin au soir, et 7 jours par semaine. C'est parce qu'ils ne sont pas allés à l'école qu'ils sont obligés d'exercer un métier difficile et sans valeur, comme moi, me disait mon père avant de partir vendre des tapis sur les plages du sud de la France pendant la saison estivale. Pour toutes ces raisons, je ne saisissais pas l'agitation qui s'était emparée de la majorité d'entre nous, pourtant habillés d'une chemise et d'un pantalon neuf. C'est beau, des habits neufs, surtout quand on n'en a qu'une fois par an. La voix des mots magiques en rang résonne de nouveau. Elle débite des mots avec une intonation et un accent qui me sont tout à fait étrangers. Personne ne comprend. Le portier fait la traduction pour donner la signification du mot-clé de la cour de récréation, que j'écouterai religieusement 4 fois par jour pendant mes 2 années et 2 mois de scolarité. Il nous a expliqué comment se mettre en rang, se tenir la main et obéir à l'ordre d'avancer de notre instituteur. Pendant l'appel, j'observe ce monsieur bien différent des hommes que j'ai vus jusqu'à présent, et constate qu'il a un problème avec sa voix. Il ne sait pas prononcer le R roulé, et en plus il écorche certains prénoms. Mais il a un certain je ne sais quoi, qui lui donne une allure différente. Tout le monde l'appelle Monsieur Brady. C'est le directeur de l'établissement. Le soir, j'ai raconté à mes 2 mamans qu'il avait un morceau de gland coincé dans sa gorge. Elles ont ri. Maman m'a expliqué que ce n'était pas une maladie, mais une façon de parler propre aux Français. Nous avons suivi notre instituteur Monsieur Kessad, pour entrer dans la classe où la porte de la sphère du savoir allait s'ouvrir. Celui-ci n'était pas plus grand que mon père qui mesurait 1,67 mètres, mais il devait peser 2 fois plus. Il avait une 50aine d'années, et il était, comme on disait à l'époque, bien portant. Il paraissait raide et peu communicatif, et dégageait une hostilité farouche qui me faisait penser aux personnages méchants des contes que ma tante nous racontait, les soirs l'hiver après dîner, autour du canoun, le foyer. Les personnages principaux de ces contes étaient un diable et une sorcière.
J'avais devant moi le démon en personne. J'espérais ne jamais rencontrer la sorcière, sa femme. Je ne me suis pas trompé sur ma première impression, puisque dans la première heure de notre premier jour, il nous a tenu un discours inaugural court et précis dans ses mises en garde. Pendant qu'il s'exprimait, un garçon qui était assis 2 pupitres derrière moi avait malencontreusement osé dire quelque chose à son voisin de table. Notre cher maître l'avait entendu. « Toi, viens ici », lui avait-il ordonné d'une voix sèche du haut de son estrade. Mon camarade de classe, insouciant, s'était levé et avait suivi innocemment son ordre. Arrivé devant son bureau, la première victime de notre futur tortionnaire avait reçu une gifle imparable qui l'avait déséquilibré vers le côté droit du bureau, et pendant qu'il se tenait la joue, une autre gifle l'avait rééquilibré en le projetant sur le côté gauche. Les 2 gifles étaient parties presque simultanément. Aïe accent aigu ma accent circonflexe, oh maman, avait-il hurlé en éclatant en sanglots, tremblant et choqué comme nous tous. Retourne à ta place, lui avait-il dit avant de continuer en nous regardant avec des yeux qui semblaient sortir de leurs orbites. Vous n'êtes pas chez vos mères? Ici vous êtes dans une école et ma classe n'est pas une bergerie. Quand je parle vous écoutez, nous a-t-il menacé avant de continuer à nous énoncer ces règles barbares. Croisez les bras quand vous avez fini. Il est interdit de parler en classe. Avait-il poursuivi debout, les mains sur la table pour soulager ses jambes de la masse de chair grasse qu'il avait accumulée. Il avait une figure ronde déformée par un petit sac qui pendait et se balançait sous son menton. Je me suis demandé si c'était une forme de barbe propre aux gens méchants. Pendant l'année qui a suivi, il nous a terrorisés. L'une des cruautés qui m'ont le plus marqué s'est produite le jour où il a ouvert la trappe d'un puits qui se trouvait dans un coin de la classe à côté de l'estrade, sans doute creusé avant la construction de l'école. Il a soulevé Abderrahmane, un élève, par les 2 oreilles. Il l'a suspendu tout en aboyant des injures pendant un long moment au milieu de l'ouverture, tout en le menaçant de le laisser tomber au fond si jamais il continuait à ne pas comprendre ou à ne pas répondre correctement en classe. Notre malheureux camarade de classe, tétanisé, s'est agrippé aux mains de son bourreau et a laissé les sévices passer sans aucune larme. Quel immense courage! Nous étions 3 à vouloir le lui dire pendant la récréation. Quand nous l'avons approché, il a sangloté en nous demandant de le laisser tranquille. Nous avons essayé de le consoler. Wally lui a dit que notre maître était un gros sanglier, un lâche qui s'en prenait à des enfants. Il allait raconter cette injustice à son grand frère qui viendrait avec ses copains lui flanquer une raclée. Abderrahmane est resté muet et indifférent pendant toute la durée de notre tentative d'apaisement. Traumatisé, depuis ce jour cet enfant n'a plus jamais participé à un quelconque jeu dans la cour. Il était devenu amorphe. Il a été surpris plusieurs fois en train de dormir en classe, même les gifles les plus violentes ne le faisaient pas réagir. Je me souviens même qu'un jour il a fait ses besoins dans son pantalon de peur de demander la permission de sortir pour aller aux toilettes. Quelques jours plus tard il avait disparu de l'école, en emportant avec lui un souvenir probablement imprimé à vie dans sa mémoire. Un camarade de classe de son village m'a confié que ses parents avaient décidé de mettre fin à son calvaire. Les grands timides, les plus vulnérables, les moins doués ou les cancres ont préféré rester analphabètes, plutôt que de continuer à subir la torture de notre instituteur. D'ailleurs, sur la 40aine d'élèves, un tiers au moins a abandonné, comme l'avait fait mon frère aîné quelques années auparavant. Il avait jeté l'éponge plutôt que de continuer à subir la violence des actes et la cruauté des paroles de M. Kessad ou de quelques-uns de ses confrères. Il fallait être doté d'un courage exceptionnel, être conditionné psychologiquement ou être obligé par l'autorité parentale pour résister et terminer l'année avec lui. Mon unique et mauvaise expérience avec ce cher maître s'est limitée à une gifle qui m'a fait uriner instantanément à cause d'un mot que je n'arrivais pas à bien prononcer en lisant au tableau. Le soir, quand j'ai raconté à maman l'injustice de cet homme et sa gifle, elle m'a dit qu'elle me servirait à mieux apprendre et à me souvenir des mots qui avaient fait l'objet des baffes. Déçu par sa réflexion, j'ai riposté vivement en lui précisant que je n'avais pas besoin de claques pour me souvenir de quoi que ce soit. Elle m'a ordonné d'aller me coucher parce que j'étais un maigrichon d'insolent. Ma deuxième maman a mieux compris mon indignation. Elle était d'accord avec moi
quand je lui ai décrit le caractère exécrable de notre instituteur. Elle ne m'a pas contredit quand je lui ai livré ma pensée en lui précisant qu'à mon avis il détestait les enfants, l'école et son travail. Comme cela l'amusait, j'ai continué en affirmant avec certitude qu'il devait aussi se détester. « Est-ce que tu crois qu'il aime quelque chose dans la vie ?» me demanda-t-elle. « Oui, gros comme il est, il ne doit aimer que le couscous. » Nous avons tous les deux éclaté de rire, des rires qui déclenchèrent en moi d'abord un cérémonial d'apaisement, ensuite une euphorie de bonheur d'avoir la plus gentille tante de mon monde. Elle a conclu cette conversation à propos de mon maître monstre, en me faisant quelques recommandations sur le comportement à adopter devant les adultes en général, et en face de notre instituteur en particulier. Depuis, je n'osais plus lever la main pour me porter volontaire à la lecture, ou à répondre à une question. Plus tard, je découvris que tous les élèves en faisaient des cauchemars. Apparemment, sur une classe d'une 40aine d'élèves, nous aurions été 2, Adi Damara et moi, à ne pas trop en souffrir. Malgré tout, l'année scolaire s'est déroulée avec beaucoup de grandes découvertes vécues grâce au privilège de la scolarité. Je suis montée dans une ambulance pour la première fois de ma vie. Ce voyage de 7 km pour aller passer une visite médicale m'a permis d'acquérir un certain prestige auprès de mes camarades du village. Sans compter que dans notre village de 500 habitants, il n'y a que Cassie et moi qui avons eu la chance d'être scolarisés. En outre, parce que j'ai insisté sur le fait que je n'admettais pas l'usage du verbe oublier et parce que j'ai questionné sans cesse bien d'autres logiques, cela m'a classé chez les adultes de mon entourage, comme un enfant différent, qui irait loin. 2. Le retour de mon père, après son séjour de 5 mois en France, était fort attendu par toute la famille et quelques voisins. D'abord parce que sa présence nous manquait, mais aussi parce qu'il revenait traditionnellement avec des cadeaux pour chaque membre de la famille proche. Enfin, il achetait quelques kilos de viande que ma mère coupait en petits morceaux avant de les faire cuire. Ensuite, elle nous envoyait, mon petit frère Méziane et moi, les distribuer discrètement aux voisins les plus pauvres. Nous étions une vingtaine, tante, oncle et cousin germain, à attendre son arrivée avec l'impatience de le voir déballer ses 2 baluchons pleins de cadeaux variant d'une tablette de chocolat à un morceau de 4 mètres de tissu. Dès l'annonce de son retour, tout le monde attendait avec hâte ce moment culminant de l'année. Moi, cette fois, j'attendais mon père pour d'autres raisons. Je l'attendais pour lui réciter l'alphabet que je connaissais par cœur. Ma déception fut grande parce que l'occasion ne m'en fut jamais donnée. Quelques jours plus tard, au moment où je ne m'y attendais plus, il me demanda des nouvelles de l'école. Enfin l'occasion que j'attendais tant se présentait. « Je connais l'alphabet par cœur », lui ai-je dit en enchaînant instantanément. « ABCD », commençai-je en m'appliquant. À la lettre K, j'ai marqué une pause sans doute parce qu'elle évoquait le début de notre nom de famille. J'attendais un commentaire. Je n'ai eu droit qu'à un sourire qu'il avait arboré en me regardant d'un air plutôt incertain. J'ai continué. 1 MN. J'étais tout fier d'avoir été jusqu'à la lettre Z, sans hésitation. Une fois cette mission accomplie, je suis allé informer ma mère de ma prouesse. Sa réaction fut neutre voire indifférente. Ma tante, qui était en train de pétrir le pain dans une bassine de terre cuite, a éclaté de rire en me rappelant que mon père ne connaissait même pas le sens du mot alphabet. Son ironie ne m'a pas gênée outre mesure. Je suis sortie pour aller rejoindre les copains laissant derrière moi le monde du sarcasme et de la moquerie de mes 2 mamans, qui étaient hors de mon imagination et par conséquent dénués de tout sens. Devant mes résultats scolaires encourageants parvenus aux oreilles de mon père, au mois de janvier 1954, il décida d'augmenter ma dose d'école et me demanda d'aller directement de l'école française à l'école coranique, de 17h à 19h. Cela me faisait des journées de 12 heures avec comme nourriture du pain, des figues sèches et en saison des glands. Malgré les protestations de mes 2 mamans, de mon oncle et de bien d'autres, mon père ne revint jamais sur sa décision. On ne revient pas sur une décision qui a été dictée par Rébi, le bon Dieu, particulièrement quand il s'agit d'apprendre sa parole, le Coran. L'installation de la salle de classe coranique, de ma nouvelle école était rudimentaire. On s'asseyait par terre sur un tapis de crin, étalé sur la surface réservée aux élèves. Le reste de la salle, qui était plutôt un compartiment de congélation,
servait de débarras pour stocker les pelles, les pioches et surtout le brancard utilisé pour le transport des morts vers leur dernière demeure. En hiver, il n'était pas possible de s'adosser au mur à cause de l'humidité qui ruisselait le long de leur surface. Me voici pour la deuxième fois en l'espace de quelques mois dans une terra incognita en train de répéter après notre chèque, maître, lif, bas, TA accent circonflexe, ABC, l'alphabet arabe, les fesses frigorifiées par le sol. Je ne me suis jamais plaint. Les enfants de cette époque ne se plaignaient pas, ils subissaient en silence. Les plus forts mentalement résistaient, et quelquefois le payaient de leur santé. Les autres s'écroulaient ou se révoltaient, et étaient catalogués comme faibles ou voyous. Ce fut le cas de mon frère aîné et de bien d'autres. Le maître coranique, pour avoir les mêmes fonctions que notre instituteur, était cependant différent, avec une certaine distinction d'attitude et d'approche. Il donnait l'impression d'être plus indulgent et plus tolérant que son homologue de l'école française, peut-être parce qu'il nous connaissait de réputation ou en tout cas connaissait nos parents. Je redoutais le bis repetita de la rentrée de septembre, mais les lieux, les points de repère et les visages familiers de mes camarades, malgré la différence d'âge, m'ont facilité le premier contact avec cette nouvelle classe. Notre chèque était profondément concentré sur chacun d'entre nous, et ne laissait rien au hasard. En ce qui me concerne, il me fallait m'appliquer à l'élocution. La lettre B se prononce Baa, T, TH à accent circonflexe, etc. Aucune autre forme de prononciation n'était tolérable ni acceptable pour lui. Une fois cette première tâche accomplie, la deuxième, qui était d'apprendre par cœur le contenu de ma tablette de bois recouverte d'argile, s'avérait plus facile. La troisième tâche, apprendre à écrire, devenait moins simple. Pour m'initier à l'écriture, je dus copier l'alphabet. Dès la deuxième lettre, B, un coup de bâton inattendu tomba sur mon dos accompagné d'un cri guerrier priant Dieu de me pardonner, en enchaînant avec une de ces citations qui pour moi ressemblait à une langue imaginaire. Surpris par le choc, je me suis instinctivement recroquevillé comme un animal pour mieux esquiver d'éventuels coups qui, à mon grand soulagement, n'ont pas suivi. Auparavant, j'avais remarqué que son bâton entrait toujours en action au minimum 2 fois de suite. En fonction de son humeur et du degré du péché, le nombre de coups pouvait atteindre jusqu'à une demi-douzaine et peut-être plus. Le tempo de la lecture de toute la classe s'est soudainement amplifié comme un requiem, précédant l'enterrement d'un vieillard du village. Le maître est resté sans dire un mot pendant quelques minutes. Paralysé de peur, je l'observais et me demandais quel péché mortel je venais de commettre qui avait provoqué ce déchaînement soudain chez cet adulte imprévisible, voire insensé. Je restais inerte en fixant des yeux l'instrument du châtiment, prête à l'éventualité d'un deuxième coup. J'ai aussi croisé le regard de mon camarade d'en face, qui me regardait avec une certaine ironie, en s'assurant de mettre sa tablette entre son visage et le regard de notre patriarche. Il m'avoua qu'il avait failli rire. La crainte des coups de bâton l'en empêcha. Il m'expliqua que les rires étaient provoqués par les chatouillements du diable. Le cheikh nous a appris cette citation du Coran avant ton arrivée, me confia-t-il en ajoutant. T'as eu de la chance de n'avoir reçu qu'un coup. Il devait être de bonne humeur. C'était un bâton de grenadier mesurant facilement 2 mètres environ. Les instituteurs coraniques le préfèrent et le choisissent pour sa flexibilité. Je l'ai découvert ce jour-là en le sentant suivre la forme de mon dos au moment de l'impact. Le lendemain, j'ai senti des douleurs affreuses au niveau de la nuque et de l'épaule. Une fois que le cheikh eut retrouvé son calme, il m'a appelé, m'a fait asseoir à ses côtés et m'a expliqué que je n'étais pas dans une classe de Satan. Les Français et leur langue étaient des diables, il n'y a que les diables qui écrivent de gauche à droite. Il a pris ma main, a placé la plume de roseau entre mes doigts et m'a fait écrire la lettre B en commençant de droite à gauche, une confusion de plus sanctionnée par la caresse sadique d'un bâton de grenadier. Lorsque j'essayais de démêler ces incompréhensions de cruauté injustifiée auprès de mes 2 mamans, l'une me répondait que si je recevais des coups c'était que je les avais mérités, l'autre, ma tante, compatissait avec un regard complice, ne pouvant pas aller à l'encontre des réponses de ma mère. La vie continuait, sans que je trouve d'explication qui m'aurait peut-être aidé à mieux faire face à cette souffrance infligée gratuitement par le monde des adultes extérieurs à ma famille que je commençais à côtoyer.
Le doute commençait à s'installer dans mon esprit sur la bonté humaine si souvent évoquée par les grands. Je plaçais mes espérances dans la phrase que ma mère ne cessait de répéter à chaque fois que je la harcelais de questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Tu verras, comme disait ton grand-père, la vie te donnera les réponses quand tu seras grand. C'est aujourd'hui, maintenant que j'ai besoin de savoir et tes réponses ne m'aident pas à éclairer vos obscures façons de vivre et de voir, lui répondais-je. Quant à mon père, il était hors de question d'aller le voir pour se plaindre de quoi que ce soit, surtout de son chèque vénéré. Un représentant de Dieu est irréprochable, tous ses actes et paroles sont bénis. Notre chèque a été désigné pour transmettre la parole divine de Mohammed, affirmait-il, avant de lancer une formule coranique que je l'ai entendu répéter 2 ou 3 fois et à laquelle je ne comprenais rien, et aujourd'hui je suis certain que lui non plus. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, dans les mots qu'il prononçait, il y avait des similitudes phonétiques avec ce que mon maître coranique avait marmotté lorsque j'avais commis le péché d'écrire de gauche à droite. Comme j'ai souvent entendu cette phrase, j'ai fini par l'apprendre par cœur et j'en ai même demandé la traduction à un élève qui était déjà à son 9e ISEB. Lui non plus ne la connaissait pas. Il l'a fait traduire par son père et cela donne quelque chose comme « Combattez les infidèles jusqu'à ce qu'ils se convertissent ou paient le tribut, la jazia. Ne choyez pas les juifs et les chrétiens. Ils vous combattent totalement avec leurs paroles dictées par les diables. Combattez totalement les infidèles qui déforment les mots dictés par Dieu en les écrivant de gauche à droite. » Même avec la traduction, je n'en saisissais pas le sens. Nous étions une 8aine d'enfants dans la classe, avec clairement 8 niveaux et âges différents. Le niveau le plus élevé correspondait à l'aîné de la classe, et le plus bas à moi, le débutant. J'ai vite appris à écrire l'alphabet arabo-coranique, pensant que le plus difficile était acquis. Je n'imaginais pas que les moments les plus traumatisants de ma vie et de celles de centaines de milliers d'autres enfants étaient à venir, moins de 2 ans après, la guerre. 3. À des moments où mon instituteur, M. Kessad, était distrait, il m'arrivait de laisser mon imagination prendre le large. Elle sortait par la fenêtre et allait planer dans la nature silencieuse, par-dessus les collines et les villages. Elle faisait l'analyse de ce que je venais d'apprendre ou d'observer dans ce monde, déjà mouvementé, qui venait à peine de m'ouvrir l'horizon du futur. Un futur tumultueux que j'allais vivre avec des émotions de bonheur et de souffrance. C'est ainsi que je me voyais déjà posséder une voiture d'enfant comme celle du fils du directeur de l'école, M. Brady. C'était un enfant différent de nous tous. Toujours propre. Ses vêtements ne portaient aucune pièce, comme ceux de la majorité d'entre nous. Je l'observais, avec un mélange d'envie et d'admiration, conduisant avec dextérité sa voiture dans la cour de récréation. J'étais fasciné par la facilité avec laquelle il maniait son engin. Il était toujours entouré d'une troupe de mes camarades qui restaient à l'écart de son espace délimité par une ligne imaginaire. Je ne comprenais pas pourquoi. Avec Cassie, qui est devenu ami mais pas complice, nous avions décidé d'aller le voir et de lui demander de nous la prêter. Nous avons réuni tout notre courage que nous avons associé à la prudence, avant de l'aborder. On voudrait essayer ta voiture. Peux-tu nous la laisser et on deviendra ton ami ? Lui dit Cassie de but en blanc. Le gamin nous regarda avec des yeux écarquillés, et répondit quelque chose que nous n'avons pas compris. J'ai fait remarquer à mon camarade que si nous n'avions pas compris ce qu'il venait de dire, lui non plus ne devait pas avoir saisi le motif de notre approche audacieuse. Nous avons décidé de revoir notre démarche. Sur le chemin du retour vers le village, à la fin de la journée, le sujet de la conversation pendant tout le trajet a été l'échec de notre tentative aventureuse. C'était une aventure d'avoir osé parler à ce gosse. Aucun des autres enfants ne l'avait jamais approché, ou ne lui avait parlé. Dès qu'il sortait, tout le monde s'écartait de son territoire. Pourtant, personne ne nous a jamais dit que cette partie de la cour lui était réservée. Il y a des règles tacites, me dira Cheikh Sadi. Nous ne nous sommes pas avoués vaincus devant cet échec, et nous avons arrêté notre prochain plan d'action, encore plus téméraire. La décision était prise de ne divulguer à personne notre secret. Nous avions conclu que je devrais demander à maman de me mettre 4 ou 5 figues supplémentaires dans ma sacoche, pour les lui proposer en échange. Cette fois,
ce serait mon tour d'aller engager les négociations. J'y ai pensé toute la soirée, et j'étais excitée à l'idée de conduire une voiture à pédales. Le matin, j'avais hâte de retrouver Cassie pour lui dire que j'avais 6 figues. Et avec 6 figues, il ne pourrait pas refuser. Dans la classe, mon attention s'était dissipée. Cette matinée-là, j'avais envie que le temps avance vite, très vite, pour arriver à entendre l'instituteur prononcer le mot récré. Que le temps semblait lent. Nous voici dans la cour, à la limite du périmètre de sa zone, à l'attendre. Il n'est jamais sorti l'après-midi non plus. Qu'allons-nous faire avec les figues? Si je les ramène à la maison, ma mère ne m'en donnera pas d'autres pour le lendemain. Alors, nous avons décidé de les cacher à mi-chemin, entre l'école et le village, sur un arbre pour éviter que les chacals ne les dévorent, et pour les récupérer le lendemain. Ce suspense a duré quelques jours pendant lesquels notre futur ami ne s'est pas montré. Cependant, nous n'avons jamais perdu l'espoir car l'espoir fait vivre surtout quand on connaît le goût exceptionnel de nos figues. Le voici enfin. Au moment où nous nous sommes approchés pour lui confirmer la proposition de notre transaction, son père est venu vers nous, nous a pris chacun par une oreille et nous a rappelé qu'il y avait 2 mondes. Il tenait à ce que son monde à lui reste séparé du nôtre. Même si les réprimandes de son père n'ont pas été virulentes, elles étaient assez fermes pour que nous ayons gardé un souvenir de notre échec et l'amertume d'avoir vu s'envoler notre rêve de conduire une voiture. Nous avons ressenti une petite déception qui a vite été oubliée. En rentrant le soir dans notre monde à nous, Cassie et moi avons mangé nos figues en guise de consolation, et avons décidé que de toute façon il ne les méritait pas, nos délicieuses figues. Cela a aussi commencé à me faire apercevoir le début de la réalité de ceux qui en ont, et de ceux qui n'en ont pas, les riches et les pauvres. C'était le début du premier rapprochement de ce que disaient les adultes sur les Français qui n'aiment pas ci ou n'aiment pas ça, et qui les décrivaient comme ceci et comme cela. L'année scolaire avançait avec toujours notre despote de maître Monsieur Kessad, qui ne s'était pas amélioré. Changerait-il un jour? Je me posais la question, et naturellement je suis allée chercher une réponse chez maman. J'étais convaincue qu'elle pouvait élucider cette énigme par l'expérience recueillie auprès de son père, qui avait exercé ce métier jusqu'à sa retraite. Il n'en fut rien. Pendant quelques jours, 15 ou 20 fois je lui ai posé cette question, déterminée à éclaircir le mystère du comportement inhumain de cet individu. 15 ou 20 fois j'ai eu la même réponse. Ton grand-père était le meilleur instituteur de toute la Kabylie. Après les premières réponses, j'arrivais à compléter sa phrase à voix basse. De tout le pays et pourquoi pas du monde entier. Un jour, par exaspération, je l'ai dit à haute voix. Ma mère m'a immédiatement rappelé à l'ordre en brandissant des menaces de piment rouge sur mes lèvres, ou d'ortie sur mes fesses. Espèce de maigrichon, hurla-t-elle. Je ne te permettrai pas de remettre en cause la dignité de ton grand-père. Aïe aïe aïe. J'ai dû toucher un nerf fragile ou marcher dans une zone sensible. Je ne m'y suis jamais plus aventurée et j'ai compris que pour le moment, la communication sur ce sujet restait stérile. Ma mère nous avait attribué à tous un surnom. Méziane était le rondelet, le ballonnet ou tête de gamelle, à cause de sa petite taille, de son appétit féroce et de la chair qui l'enveloppait. Ma sœur Shérifa, âgée de 3 ans, était un paquet de nerfs, et la crise personnifiée. Akli, mon frère aîné de 4 ans, s'est vu décerner le titre de délinquant. Quant à moi, j'ai eu droit à la description de mon squelette osseux ou maigrichon. Quand l'un d'entre nous entendait proférer son surnom, il avait intérêt à disparaître de sa vue. 4. Mon grand-père maternel est arrivé dans ce village en 1910. Il s'y est établi pour se rapprocher de son lieu de travail, le village des Aïtazouzen. Il s'y rendait à cheval, ce qui lui donnait un air encore plus distingué, aimait à répéter fièrement maman. Il était né à Arjaouna, village situé sur une très belle et très haute colline à 3 km au nord de Tizi Ouzou, offrant de magnifiques paysages panoramiques. Comment est-il devenu instituteur? Ai-je demandé un jour à maman. Cette question a provoqué quelques hochements de sa tête de gauche à droite, ce qui était synonyme de nostalgie et d'amertume. Oh tu sais, le hasard de la vie, me répondit-elle en ajoutant. Un jour les papas, père blanc,
sont venus dans le village pour distribuer quelques vivres aux plus démunis. Ma grand-mère ayant perdu son mari, était sans ressources et vivait seule dans des conditions inhumaines avec son fils unique, chétif, âgé alors de 8 ans. Ils lui ont proposé de l'emmener avec eux au monastère pour le soigner et le scolariser. Elle a bien sûr refusé. Ce n'est qu'au bout de 2 autres tentatives qu'ils ont réussi à la convaincre, en lui promettant de le ramener une fois par mois passer une journée avec elle. Elle a fini par accepter, parce qu'elle n'avait pas le choix. C'est comme ça que ton grand-père a été élevé, ajouta-t-elle avec une certaine tristesse toujours visible sur son visage quand elle évoquait mes grands-parents. Maman a travaillé très dur toute sa vie. Dans sa jeunesse, elle travaillait par obligation, avec l'âge, elle travaillait par habitude. Pendant toute mon enfance, je ne l'ai jamais vue inactive, ne serait-ce qu'un court instant. Elle passait son temps à des occupations, des tâches habituelles de la maison, préparer les repas, laver le linge, nettoyer les écuries, balayer la cour. Le soir, quand toutes ces tâches étaient accomplies, elle se mettait devant la machine à coudre pour finir les robes de ses clientes. Une fois celle-ci terminée, elle était derrière le métier à tisser en train de tisser les couvertures et les burnous que mon père vendait au souk. Elle était l'esclave de notre foyer de 5 enfants et de mon père. Maman était inépuisable. Elle a mis au monde 8 enfants dont 2 sont décédés, l'un un garçon en 1944 et l'autre une fille en 1953. Au mois de janvier 1954, ma petite sœur fut malade, ce qui affecta beaucoup ma mère. À chaque fois que l'un d'entre nous était souffrant, elle craignait le pire. Aujourd'hui, quand je revois les conditions de vie de mon enfance, je suis surpris qu'on y ait survécu. Je suis également étonné que nous soyons restés à peu près sains, quoique. Elle avait hâte de voir ma sœur, née en 1952, grandir pour la soulager de quelques corvées. Mais chaque fois qu'elle formulait ce souhait, jamais en présence de mon père, une pointe d'amertume s'échappait avec des paroles que je n'arrive pas à reconstituer aujourd'hui. Elle regrettait le mariage à 12 ans de ma sœur aînée, avec laquelle elle partageait une complicité permanente. Le mariage de ta sœur Ouisa était prévu pour ses 15 ans, m'a-t-elle confié plus tard dans sa vie. Elle en voulait à mon père d'avoir cédé à la pression de son futur beau-père de conclure l'affaire, le plus rapidement possible. Monsieur Kessad a continué à exercer sa violente autorité, avec plus de véhémence que son métier ne le requérait. Certains de mes camarades ont subi de cruelles humiliations. Ils ont eu droit au bonnet d'âne sur la tête. D'autres ont été mis au coin avec les mains sur le mur pendant 15 à 30 minutes. Comble de hasard ou décision consciente de notre maître tyran, ils ont toujours été punis dans le même coin, à côté de la trappe du puits, à droite de l'estrade. C'est peut-être pour les empêcher d'être à l'aise qu'ils les plaçaient loin de la chaleur du poêle installé dans le coin gauche. Quand une punition était en cours, je n'osais pas regarder la victime de crainte d'avoir à subir le même sort, car la plupart du temps je ne saisissais pas le motif de la punition. Chaque fois qu'une sanction était infligée à un élève, le métier d'instituteur perdait un peu plus de sa valeur dans ma pensée. Avant la fin de l'année scolaire, ce métier d'instituteur finit par être rayé définitivement de mes projets. En compagnie de notre maître coranique, la vie scolaire continuait avec monotonie. Cette monotonie était interrompue de temps à autre par une maman ou une jeune fille, jamais des hommes, qui venaient faire exorciser les démons de l'un de ses proches, souvent des enfants en bas âge ou des femmes. Elle demandait à notre cheikh d'écrire une sourate de quelques lignes sur du papier. Celui-ci, qu'on appelait l'hertz, protection, était ensuite cousu dans un morceau de tissu ou de cuir que le malade portait suspendu autour du cou pendant des mois, voire des années. Il avait aussi un deuxième don de guérison. On venait le voir avec un œuf mais cette fois accompagné du malade. Il posait l'œuf sur la tête et récitait une sourate du Coran. À la fin de la récitation, il cassait l'œuf, le tripotait avec sa plume de roseau, montrait un point noir à peine visible et disait à l'intéressé : « Voilà ton mal. J'ai réussi à l'extraire de ton âme. Dans 2 jours tu seras sur pied. » La maman et le malade, heureux d'avoir vu la preuve de leurs propres yeux, glissaient discrètement à leur bienfaiteur un don de quelques sous dans la main ou un petit sac de fortune à l'intérieur duquel il y avait une poignée de haricots blancs, de fèves ou d'autres légumes. Je n'avais pas d'opinion sur ces pratiques. Je les observais avec neutralité, peut-être même avec indifférence, sans doute parce que je n'avais pas envie d'être là.
Apprendre par cœur des lettres et des mots pour les réciter, les effacer et les réécrire de jour en jour et de semaine en semaine ne me paraissait pas très utile. J'aurais voulu demander à quelqu'un de m'expliquer les raisons de cette corvée, mais la réponse certaine que j'allais obtenir résonnait dans mes oreilles. Tu apprends la parole de Dieu le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux. À l'école au moins, on apprenait à compter. Et puis c'était plus varié, plus concret et plus stimulant. Dans cette classe, je ne percevais pas le sens de ce que je répétais, apprenais, récitais et effaçais. À qui me confier ? Un brin de doute commençait à faire son apparition dans ma réflexion sur le comportement de mes aînés adultes et sur leur crédibilité. Surtout quand je pense à ce qu'ils m'ont dit et répété. Manquer de respect à quelqu'un, mentir, injurier et voler sont des péchés. Comment se faisait-il que ceux qui prêchaient la bonne parole ne l'appliquaient pas ? Cela n'avait pas de sens. C'était le début d'une prise de conscience sur ce monde plein de contradictions. Je trouvais ces agissements malsains. Me confier à Rébi, Dieu ? De ce côté-là aussi, la désillusion commençait à prendre forme. Rébi, que j'assimile aujourd'hui au Big Brother de George Orwell dans 1984, était partout. Je sentais sa présence même dans notre jardin potager situé dans les profondeurs du ravin de notre village, paradis de fraîcheur et de tranquillité. Il était là à me surveiller pendant que je dirigeais l'eau qui arrosait les sillons de légumes et les arbres fruitiers. Il m'incommodait dans mes actions, me dérangeait dans mes pensées et pendant quelques secondes m'entraînait dans une panique qui me faisait perdre la raison. Pour ne pas penser à lui, je regardais l'eau cristalline, effrénée, ruisseler dans les sillons de tomates, de poivrons, de courges ou de haricots. Je m'occupais à l'observer, frayant son chemin, noyant les quelques moustiques innocents et emportant les rares feuilles mortes qu'elle pouvait trouver sur sa voie. De temps à autre, j'intervenais pour débarrasser les obstacles accumulés afin d'éviter le débordement qui pouvait prolonger ma tâche de quelques minutes. Pour passer le temps, je m'occupais à compter les bulles dont le nombre différait selon la profondeur des trous d'air naturels ou de ceux occasionnés par les courtilières. Afin de varier mon occupation rébarbative de ces après-midi monotones, je contemplais le peu de ciel qu'on pouvait apercevoir du fond bien encaissé de ces montagnes, et j'imaginais Dieu quelque part là-haut. Il me surveillait caché derrière les nuages, et si le ciel était bleu et qu'il faisait très chaud, je l'imaginais dans une des grottes situées sur le flanc de la colline, à quelques centaines de mètres. Il avait les yeux partout, ce qui m'obligeait à ne pas faire de bêtises. Des bêtises qui se résumaient à ne pas laisser couler suffisamment l'eau dans un sillon pour terminer assez vite et rentrer avant la tombée de la nuit. J'avais hâte de retrouver les copains pour faire une partie de billes, ou même pour parler avec un interlocuteur de mon âge de la partie de notre prochain jeu ou à défaut, de la chasse quasi permanente que je faisais à l'invisible courtilière. Drôle de bonhomme, ce Dieu qui est supposé aider les pauvres, les malades et les faibles. J'en avais assez de m'égosiller tout seul dans les champs, j'en souffrais en silence. J'affectionnais les instants avec les copains car c'est les seuls moments où Rébi se faisait oublier, où il n'était pas dans mon ombre à me culpabiliser et à me rendre la vie compliquée. Non, Rébi ne faisait pas de concessions, du moins ce Dieu-là. Et pour la première fois, une pensée inconvenante me vint sur l'existence d'un autre Dieu, malgré l'affirmation formelle des adultes sur un Dieu universel. Il fallait vite chasser cette idée de ma tête avant qu'elle ne germe assez pour qu'il la pressente. Ce Dieu me contrariait, mais je le gardais pour moi dans une infime partie de ma personne. J'avais envie de lui dire d'aller voir ailleurs chez les méchants et les injustes, les voleurs et les païens, les sorcières et les monstres. Mais je craignais les conséquences toujours inconnues et imprévisibles, les risques de représailles, car il avait déjà usé de ses pouvoirs immenses pour me punir d'avoir commis le péché de dire des gros mots à voix basse à un vieillard qui m'avait chassé de l'aire de jeu parce que j'avais dépouillé son petit-fils de toutes les billes en les gagnant à la régulière. Ce grand-père m'avait accusé de tricher pour justifier son agressivité. Il m'avait puni en me faisant cogner mon gros orteil contre une pierre en courant. Le choc avait arraché 4 ou 5 millimètres de la peau, et une partie de l'ongle de mon pauvre appendice pédestre. Cela m'avait fait très mal. Je lui avais promis en pleurant de ne plus recommencer, s'il me soulageait de la douleur. Comble d'un hasard favorable, je sentis que la souffrance diminuait en fin de journée. J'étais endoctriné sans le savoir. 5.
La décrue de la rivière, séparant les deux versants de la montagne, nous facilitait le passage pour nous rendre à l'école. Nos parents n'étaient plus obligés de nous accompagner et de nous aider à la traverser le matin et le soir. Le printemps, saison de fruits et d'espoir de voir les récoltes abondantes, commençait à montrer son bout de nez. Je pouvais mieux l'apprécier maintenant que l'habitude des quelques mois d'école avait diminué mes soucis quotidiens de la salle de classe. Le sentier emprunté pour monter et descendre le versant de la montagne pour aller à l'école nous offrait des paysages pittoresques et captivants. Le visage des villageois se détendait avec le soleil, qui commençait à faire son apparition de plus en plus souvent. Il allait enfin sortir de l'ombre notre village qui, par sa situation géographique, déprimait même les plus coriaces d'entre nous. Il illuminait la vie de tous car dans l'avenir proche il y aurait des fruits, et nous aurions moins froid et moins faim. C'est ce qu'affirmaient les grands. Même les murs de notre salle de classe coranique avaient changé d'apparence. Ils étaient moins tristes, pleuraient moins, ne coulaient plus. Ils luisaient. Le parfum de la végétation venait embellir la vie des enfants et des parents de tous les villages sauf celle des filles dont la poitrine commençait à prendre forme de quelques centimètres, c'est-à-dire dès l'âge de 9, 10 ou 11 ans et bien sûr celle des femmes. Les traditions ancestrales avaient privé ces pauvres filles et femmes de la simple liberté de respirer l'air et d'observer les paysages qu'à l'origine le bon Dieu avait distribués sans discrimination. Pourtant la générosité de la nature est sans réserve ni différenciation. Les femmes n'avaient pas le droit de sortir. Elles étaient confinées à la maison, jusqu'à l'âge avancé de 40 ou 50 ans. Notre village était peuplé de marabouts musulmans, et l'islam leur interdit de montrer leurs femmes. Lorsqu'il y avait un événement familial, ma mère y était invitée, événement tellement rare que ma pauvre maman s'y préparait dès que la nouvelle lui était annoncée par mon père, 1 mois voire 2 avant le jour bienheureux. Le déplacement s'effectuait la nuit. Pour être sûre qu'aucun homme ne la voie, elle se couvrait des pieds à la tête même dans l'obscurité de la nuit. Pourtant, dès qu'on croisait un homme, le regard de celui-ci s'aventurait partout sauf dans la direction des femmes. Dès qu'il s'apercevait qu'il y avait une femme dans le groupe, il prétendait que tout le monde était invisible, et se faisant le plus discret possible, ne nous adressait même pas les salutations d'usage par pudeur. J'avais remarqué que M. Kessad gardait le même air taciturne en hiver comme au printemps. Je l'avais observé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.